Quinta-feira, 8 de setembro. Precisamos de escritores, de Shakespeare, para restituir a tragédia e a complexidade humana. Posso afirmar que é nos diários que dou o melhor de mim mesmo. São observações, reflexões, julgamentos, nos quais me encanto ou me revolto, nos quais minhas qualidades literárias se expressam e se desabrocham. Un journal, qu'est-ce que c'est fondamentalement? Un journal quotidien que l'on tient à chaque jour de sa vie, c'est tout d'abord une lutte contre le temps. C'est pour faire en sorte que le jour qui passe ne se dissolve pas entièrement et qu'il en reste une trace à partir de laquelle je pourrais plus tard le ressusciter, au moins par la mémoire et dans l'esprit. Un journal, c'est en sorte vouloir courir après la vie qui fuit, c'est-à-dire en essayant de ramasser des miettes sur son passage. Et vous savez, c'est vrai que quand je relis 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans après, des notes de journal, j'ai un très grand plaisir de retrouver des personnes, des événements que sinon j'aurais complètement oubliés. Et puis, un journal, c'est aussi ce qu'on peut appeler un bouillon de culture. C'est-à-dire qu'il y a des réflexions, il y a des notations, il y a des idées, il y a des pensées, il y a tout ceci qui se trouve mêlé à ce journal qu'on met là, mais qui vont en quelque sorte pouvoir être des germes de quelque chose qui va venir plus tard. Terça-feira, 18 de outubro. Califórnia, Califórnia. Estamos aqui, no meio do caos. Ondas brotam o amor e a violência. Le journal de Californie est un des journaux. Quelle est cette double expérience? D'abord, une expérience existentielle. Vous savez, c'était une époque où il y avait ce qu'on appelait le mouvement hippie, la contre-culture. Il y avait un jaillissement dans cette jeunesse californienne, une inspiration qu'il traduisait dans les mots de peace, love, paix, amour, une volonté d'avoir une vie plus commune, plus communautaire, d'être délivré de toutes les contraintes de la vie, de vivre une vie plus simple, de relations, d'amitié. Et il y avait cette vague. Et il y avait aussi des gigantesques manifestations qu'on appelait les park-in. C'était parfois 100 000 jeunes qui étaient dans un vaste parc avec un orchestre rock qui, bien entendu, arrivait toujours en retard et dans un état second, une sonorisation très puissante. Et à ce moment-là, emporté par la musique, il y avait des extases collectives.
Et puis en plus, il faut dire que avec les amis que je m'étais fait dans cet institut, des chercheurs, des biologistes et autres, on passait... Alors il faut dire que moi, la journée, quand je rentrais dans ma maison au bord de la mer, je plongeais dans la vague, c'était les vagues géantes du Pacifique dans lesquelles on plongeait. Et puis après, le soir, on dînait, on dansait, on fumait. Bon, c'était donc un moment très particulier qui a duré quelques mois et qu'évidemment, j'ai noté. Sexta-feira, 19 de setembro. Rumo à dissociação cada vez maior entre o ato de amor e o ato de reprodução. O ato de amor torna-se cada vez mais estático. Mais en même temps, j'ai fait des découvertes sur le plan des idées qui ont été très importantes pour moi, parce que je peux dire, en résumé, que jusqu'alors, ce que je faisais, j'essayais de traiter des choses complexes, de voir la complexité des choses, mais je n'avais pas le mot. Et là, ce n'est pas seulement le mot qui m'est venu, mais des penseurs, du reste, qui étaient très marginaux, très peu connus, comme Gregory Bateson, Heinz von Förster, von Neumann, tous ceux, ils m'ont influencé, ce qui fait que quand je suis, d'une certaine façon, intellectuellement born again, et je suis rentré en France, et l'ensemble, une nouvelle période de mon travail intellectuel. Donc, pour moi, ça a été très intéressant de noter au jour le jour tous ces événements. Et puis, j'ai tenu un journal d'enquête qui n'est pas publié quand j'ai fait une enquête dans une commune en Bretagne. C'était très intéressant de tenir un journal comme instrument de travail. Terça-feira, 23 de setembro. Tive a brusca revelação de que escrevia também para ser amado, exatamente como me amou aquela que me leu como todo ser. Quand j'ai été invité en Chine en 1991, j'ai fait un journal de Chine. Donc, il y a quelques journaux, mais qui sont toujours liés à des expériences, il y a des découvertes d'un monde autre. Surtout que ce voyage en Chine était d'autant plus intéressant que c'était la nouvelle période qu'avait ouvert Deng Xiaoping, pas ce changement total qui a donné la Chine d'aujourd'hui. Bon. Et puis, il s'est trouvé qu'en 1993, je crois, mon éditeur Le Seuil m'a demandé de faire le journal pour l'année 94. Il avait demandé du reste à différents auteurs de faire chacun une année. Et moi, ça m'a stimulé parce que finalement, quand j'écrivais un journal, j'aimais bien ça. Je fais un journal d'un type assez particulier parce que je ne choisis pas seulement les événements beaux qui m'arrivent ou les beaux films que je vois, les belles rencontres. Je note aussi les petits événements de la vie quotidienne, la banalité, mes repas, parce que j'aime beaucoup manger. Quand je suis content d'un repas, je le dis, et quand je suis très mécontent aussi, je l'exprime. Bref, c'était une chose où il y a un mélange incroyable de ce que l'on peut dire une sorte de tranche de vie, mais dans lesquelles j'ai pu me rendre compte, beaucoup plus consciemment qu'avant, de quoi était faite une vie quotidienne.
Une vie quotidienne, c'est une série de discontinuités. On passe d'une petite chose, du petit déjeuner par exemple, à un coup de téléphone qui vous vient du Brésil, et puis de là, on passe à écrire quelque chose, on a un rendez-vous, la vie est une... Et puis après, je prends des notes, j'écris. C'est-à-dire que je me rends compte que dans cette discontinuité, les petites choses toutes proches vous font des grandes émotions. Et des grandes choses très lointaines qui devraient vous donner des émotions encore plus grandes, vous donnent des émotions, mais on tente à les oublier. Alors, pour vous donner un exemple, moi j'aime beaucoup les œufs à la coque, les œufs bouillis. Bon. Mais vous savez, j'aime beaucoup l'œuf à la coque, parce que quand on coupe la coque, alors on peut tremper du pain et du beurre dans quelque chose d'encore visqueux, qui n'est pas solide, qui n'est plus totalement liquide. Et donc, il faut que il soit cuit à 3 minutes et demie. Et quand j'ai un œuf qui a cuit 4 minutes, je suis très en colère. Je ne suis pas content du tout. Mais c'est stupide. Mais je pense qu'il fallait noter cette chose stupide pour être dans la vérité de ce qu'on est. On est touché. Alors, c'est en même temps une leçon de sagesse, parce que je me dis, c'est ridicule, il faut que je cesse d'avoir des grandes émotions pour des petites choses secondaires, mais que je garde mes grandes émotions pour les choses vraiment importantes, pas seulement de ma vie, mais dans le monde. Donc, si vous voulez, ça aide à réfléchir là-dessus. Et puis donc, si vous voulez, ces journaux de 94-95, c'est-à-dire les 2 volumes qui sont là, ce sont, si vous voulez, des tranches de vie. Des tranches de vie, de ma vie, comme je l'ai dit, avec toutes ces discontinuités, avec aussi des voyages, dont un retour en Californie et un voyage au Japon, puis sans parler Brésil, autres pays européens. On croyait, beaucoup croyaient, qu'avec la chute de l'Empire soviétique, on allait entrer dans une ère d'harmonie, de paix, etc. Et on se rend compte que c'est une nouvelle ère de barbarie qui commence. Et je dois dire que pour moi, la guerre de Yougoslavie a été une tragédie personnelle. Et pourquoi ? Parce que la Yougoslavie était un microcosme de l'Europe. La Yougoslavie, il y avait à l'est des Serbes qui étaient orthodoxes, qui avaient la culture grecque, byzantine. Vous aviez à l'ouest les Croates qui étaient catholiques et qui avaient subi l'influence romaine et autrichienne. Vous aviez au nord les Slovènes qui étaient aussi différents. Et vous aviez en Bosnie des musulmans qui étaient des Slaves convertis, mais qui formaient une importante population. Donc la Yougoslavie, c'était un peu déjà une union en petit de l'Europe.
Sábado, 27 de janeiro. O governo bósnio pediu informações sobre 30.000 desaparecidos. Será preciso verificar esses números o mais rápido possível. Un pays où il y avait déjà beaucoup de mariages mixtes entre les uns et les autres, et c'est un pays qui a éclaté sous la poussée de nationalismes régionaux, serbes d'abord, croates, et il y a eu la tragédie qu'a subi la Bosnie, le siège de Sarajevo. Du reste, j'ai été à ce siège, mais ce n'était pas la période de ces journaux, c'était un peu avant. Bref, et quand cette Yougoslavie est disloquée, j'ai pensé que l'Europe était morte. Bah, pas l'Europe économique, elle continuait, bon. Mais que le rêve d'une Europe unie, d'une Europe qui serait capable d'unir la diversité de ses peuples et ses cultures, cette Europe. Et je vois qu'aujourd'hui, où nous sommes dans une crise de l'Europe, où cette crise qui n'est pas seulement l'absence d'institutions communes, mais cette absence d'institutions communes, elle affecte même l'économie et l'euro, nous nous rendons compte que vraiment, et cette guerre de Yougoslavie a été en quelque sorte prémonitrice. Sexta-feira, 29 de setembro. Resta agora encontrar energia, porque já não escrevo mais, senão um pouco desse diário. Ou seja, há 6 meses, mais ou menos, eu não tenho vontade de escrever. Tenho vontade de não fazer nada. Il y a un problème très important qui se posait quand j'écrivais ces journaux. C'est parce que, autant le premier journal que j'appelais le vif du sujet, quand je l'ai écrit, je l'écrivais pour moi-même. C'est 10 ans après que j'ai décidé de le rendre public. Mais le journal que j'ai fait, le journal de Chine, le journal l'année Sisyphe et Aimer, pleurer et comprendre, ce sont des journaux que je savais qu'ils allaient être publiés. Donc c'était le problème, quelle part de vie privée je dois donner? Mais si je parle des gens, je ne vais pas pouvoir dire des choses nocives, méchantes ou néfastes pour eux. Je dois faire attention. Moi-même, j'ai une part de vie que je garde souterraine. D'abord, dans mes journaux, certains sont peut-être déçus, mais il ne se passe rien au-dessous de ma ceinture. Et puis, bon, il y a une vie d'amour plus ou moins clandestine. Enfin, chacun, n'est-ce pas, a sa part d'ombre, sa part souterraine. Bon, c'est une part qui n'est pas dans ces journaux. Mais, bien entendu, il y a beaucoup de choses privées. Il y a le fait que beaucoup de choses de ma vie privée deviennent transparentes. Et là aussi se pose un problème, mais que moi, non seulement que j'ai assumé pleinement, car je suis un peu, disons, disciple de Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait les Confessions et qui essaye de montrer tel qu'il est. Il a cru qu'il disait, d'ailleurs, ce qui est très beau chez Rousseau, il était persuadé qu'il disait toute la vérité sur lui, parce qu'il savait, il était sincère, mais la sincérité ne suffit pas à dire la vérité. Pourquoi? Mais parce que nous-mêmes, nous nous mentons à nous-mêmes, nous nous trompons nous-mêmes. Il y a ce que les anglo-saxons appellent la self-deception, le mensonge à soi-même. Donc j'ai beau être sincère, il se peut que je me joue la comédie. Mais comme moi, je savais ça,
Et je me suis dit, et que je sais que beaucoup de gens, ils font leur mémoire, ou ils font même publier leur journal, en fait, pour édifier leur propre statut, je me dis, moi, il faut que je me déstatufie. Je ne peux pas être une statue. Je veux montrer que je suis un être commun, normal. Bien entendu, il y a toute une part de moi. Bon, je reçois des honneurs, je fais des conférences, je suis docteur honoris causa. C'est une part, disons, statufiante, si j'ose dire. Mais alors, je montre aussi qu'il y a l'autre part de ma vie. Je suis quelqu'un, je prends à Paris le métro, je prends l'autobus, je fais mon propre marché, j'adore parler au marché avec les fournisseurs, j'ai toute une série de petites bêtises que je fais et que je dis. Bon, donc, si vous voulez, c'est assez difficile. En effet, il faut la transparence, mais il faut savoir aussi un peu faire attention. L'image, dans le fond, c'est le problème de l'image de soi. Bon, chacun a tendance à vouloir donner une belle image de soi. Chacun sait qu'il se fait un peu comme la Lune. La Lune montre au monde sa part éclairée, sa part lumineuse. Et puis, il y a la part obscure. Mais c'est comme aussi quand vous avez une histoire d'amour, chacun des deux amoureux montre à l'autre sa part lumineuse. Et puis, au bout de quelques temps, parfois quelques semaines, quelques mois, on découvre la part obscure de l'autre. On est tout à fait stupéfait. Et parfois, ça conduit à des séparations. Mais c'est ça, le problème, cette image de soi. Et donc, je pense qu'en assumant ce qu'il y a de banal dans ma vie, ce qu'il y a de trivial, ce qu'il y a d'insignifiant, à quoi je donne parfois une importance comme le fait à la coque, tout ceci, ça fait partie de mon entreprise de déstatification. Domingo, 7 de dezembro. Entre a amnésia e o rancor está a experiência. Ma vie, c'est une vie, une vie individuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sont mêlées, inséparables. C'est qu'à la fois, il y a ma propre singularité d'individu qui se manifeste, mais en même temps, il y a ce que j'ai de commun avec tous les autres êtres humains, c'est-à-dire la curiosité, la capacité d'aimer, la révolte, etc. Je suis, si vous voulez, je suis un microcosme d'être humain. Montaigne disait « Chacun porte en soi l'humaine condition ». J'ai en moi la condition humaine à travers, pas seulement ma singularité individuelle, mais aussi le fait que je suis dans une société, j'ai été éduqué dans une culture donnée, en France, la culture est française, que je suis dans un temps donné, là c'est la fin du XXe siècle, toutes ces choses-là, ce sont des choses singulières elles-mêmes, mais qui n'empêchent pas que des problèmes universels se posent. Il y a quelque chose qui s'exprime, mais dont moi-même j'ai essayé de comprendre quand j'ai fait ma conception du sujet humain.
Le sujet, c'est celui qui dit « je ». Et quand on dit « je me mets au centre de mon monde ». Dire « je », c'est un acte d'égocentrisme au sens littéral. L'ego se met au centre de son monde. Alors, il est évident que nul n'échappe, d'une certaine façon, à un égocentrisme vital. Se nourrir, se défendre, se protéger, se soigner, etc. Bon. Mais si nous étions limités à l'égocentrisme, nous serions tous des monstres d'égoïsme. Or, nous avons un deuxième principe, il n'y a pas seulement le principe du moi, je, vous avez le deuxième principe, c'est celui du nous. Et ce deuxième principe, il apparaît chez le nouveau-né. Le nouveau-né, et surtout maintenant les études sur l'éthologie infantile, c'est-à-dire sur les comportements du nouveau-né qui est beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent qu'on le croit. Les nouveau-nés, il a besoin du sourire, il a besoin de la caresse, il a besoin du bercement, il a besoin de l'amour d'autrui. Et le nous va se développer dans la famille, le nous va se développer dans la patrie, le nous va se développer éventuellement dans le parti politique, dans la communauté d'amis. Et le nous, si nous avons une conscience humaniste véritable, le nous, c'est nous, les êtres humains, qui sont actuellement sur la planète à l'ère de la mondialisation. Alors, donc, si vous voulez, c'est cette dualité que révèle le journal et dont, évidemment, j'étais d'autant plus conscient que moi, j'avais, dans un livre précédent, essayé de comprendre, de définir cette notion de sujet qui est considérée, jusqu'à présent, à mon avis, de façon toujours superficielle. Bon. Alors, cela étant dit, oui, qu'est-ce que j'ai pratiqué, Nancy? Et c'est ici qu'on peut voir un peu la relation entre ces journaux et, dans le fond, l'ensemble de ma pensée, de mon œuvre. Je suis animé par une éthique de l'auto-observation. Et là aussi, je la crois nécessaire en fonction du fait de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun croit se connaître et se connaît très mal. Pourquoi il se connaît très mal? Parce qu'il se masque à lui-même ses carences ou ses défauts et il met en avant ce qu'il croit être ses qualités ou bien une comédie de ses qualités. Chacun, dans le fond, se connaît très mal. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre société, dans notre culture, on n'enseigne pas aux enfants à essayer de s'observer en tenant un journal. Moi, si je faisais une réforme de l'enseignement, je dirais aux maîtres de demander aux enfants, dès qu'ils sont en âge d'écrire, de tenir un journal et toutes les semaines d'échanger ces journaux entre eux, de façon à voir comment ils ont vécu les mêmes événements. Parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'un même événement, un accident d'automobile, est vu différemment par les personnes qui ont fait le choc, par les observateurs, etc. Nous savons très bien qu'il y a ce problème de la perception. Donc, c'est très important de s'auto-observer pour être capable de mieux observer les autres. Et je pense que si on commence à comprendre
que chacun d'entre nous a ses manques, a ses misères, a ses faiblesses, si nous le sentions, eh bien nous serons beaucoup plus compréhensifs pour les faiblesses, pour les erreurs et pour les misères d'autrui. Donc, vous savez, il y a toute une éthique qui est implicite dans ces journaux, mais qui est notamment explicite dans mon livre sur l'éthique, qui est le dernier volume de la méthode. Et je dirais que c'est aussi, ça fait partie de l'éthique de la connaissance. Un principe fondamental aussi que j'ai pu affirmer et développer dans mes ouvrages comme la méthode, c'est de dire que la connaissance d'un objet est insuffisante, il faut que le sujet qui connaît essaye de s'observer lui-même dans son observation, essaye de se connaître dans sa connaissance. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce qu'une connaissance n'est jamais une photographie de la réalité. Même une perception visuelle, c'est une transformation, c'est une traduction de toute une série de stimuli photoniques qui arrivent à notre rétine et qui sont traduits dans un code binaire et transportés par le nerf optique au cerveau, qui fait une reconstruction. Si on sait ça, que toute connaissance est une traduction subie d'une reconstruction, et c'est vrai pour la perception, c'est vrai pour les idées, c'est vrai pour les théories, alors on peut dire, mais il faut connaître un peu ce que fait le traducteur, ce que fait le reconstructeur. Il faut connaître, c'est ce qu'avait déjà fait de son côté le philosophe Kant, et ce que font maintenant un certain nombre de gens qui travaillent sur l'esprit et le cerveau, comme Antonio Damasio ou Jean-Didier Vincent. Donc, si vous voulez, ça fait partie de mon système profond. Pas de connaissance, sans autoconnaissance, par le connaissant. Une boucle permanente, si vous voulez, entre la chose que l'on regarde, que l'on veut voir, que l'on veut connaître, et le sujet connaissant, ce qui nécessite toujours une part d'observation et d'autocritique. Sexta-feira, 25 de agosto. Eu tinha escrito: a aptidão de gozar é a aptidão de sofrer. Repenso sem parar na quadra de Lao Tse. A infelicidade caminha ao lado da felicidade. A felicidade dorme aos pés da infelicidade. Ce sont des journaux qui s'efforcent d'intégrer l'expérience en conscience, en intelligence. Bon, il est évident que le journal de Californie a contribué à me faire intégrer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, et ce qui fait partie désormais de ma vie. Mais je dois dire aussi que la guerre de Yougoslavie, comme je vous l'ai dit, c'est une expérience très profonde pour moi, qui croyait que l'Europe aurait pu créer une fédération qui aurait été peut-être un modèle pour l'Amérique latine, pour l'Afrique du Nord, pour tellement de pays qui ont besoin de s'unir. Bon, donc, si vous voulez, je pense que tout ceci font partie, disons, tous ces journaux sont profondément intégrés. C'est Nietzsche qui disait qu'il ne faisait pas de différence entre sa vie et son œuvre. Alors que vous avez beaucoup d'universitaires ou d'écrivains qui d'un côté écrivent des très belles choses et d'autre côté ont une vie qui ne correspond absolument rien à leurs idées ou à leurs principes. En ce qui me concerne, ma vie a toujours fécondé mes pensées, et mes pensées ont essayé
de féconder ma vie. Et je ne peux pas... Et ça, évidemment, c'est venu très jeune, parce que quand j'étais jeune, que j'ai fait la résistance, que j'ai été ensuite communiste, que j'ai été communiste, tout ceci, ça a été des expériences qui ont été très profondes et dont j'ai essayé de tirer la leçon. De reste, dans un livre qui s'appelle Autocritique, justement, qui est fait d'observation, j'essaie de comprendre comment je me suis converti au communisme pendant la guerre et comment je me suis déconverti ensuite. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, il y a, en fait, dans ces journaux, je suis fidèle à mon œuvre. Et là, vous savez, il y a un livre qui s'appelle Aimer, pleurer, rire, comprendre. C'est un peu pour marquer l'insuffisance d'un principe qu'avait formulé, pour moi, un des plus grands penseurs qui existent, qui est Spinoza, pour lequel j'ai une grande, non seulement une admiration, mais dont la pensée est fondamentale pour moi. Mais Spinoza avait dit ne pas pleurer, ne pas rire, comprendre. Et moi, je dis que l'émotion, la souffrance, l'amour peuvent t'aider à comprendre. Ils n'aident pas toujours et nécessairement, parce qu'un amour peut être aveugle. Hein. Bon. C'est-à-dire que l'amour a besoin d'être un peu aidé par un peu de rationalité. D'ailleurs, aussi, une de mes devises, c'est pas de raison sans passion, mais pas de passion sans raison. Bon, c'est comme la souffrance. La souffrance peut nous éduquer à comprendre la souffrance d'autrui. Celui qui a été humilié ou persécuté va comprendre l'autre qui est humilié. Mais parfois, la souffrance ne suffit pas qu'on a vécu pour comprendre celle d'autrui. C'est Victor Hugo qui a dit « Dans l'opprimé d'hier, l'oppresseur de demain ». Et souvent, on a vu des peuples opprimés se transformer en dominateurs et en bourreaux. Suivez mon regard vers le Moyen-Orient. Donc, les problèmes de la compréhension doivent mobiliser les sentiments et la passion. Il n'y a pas une raison froide, il n'y a pas une sagesse froide. Il faut être dans la vie et prendre les risques de la vie. Ça, c'est une première leçon de comprendre. Segunda-feira, 6 de outubro. Sou demasiado velho para os jovens, demasiado jovem para os velhos. Não sou de todo adulto. Como persisto? Subsisto? La deuxième leçon, c'est le livre qui s'appelle « L'année Sisyphe ». Bon, pourquoi ça s'appelle Sisyphe? Parce que j'ai eu l'impression, une fois qu'elle était terminée, qu'il fallait recommencer. Il n'y avait pas la solution en Yougoslavie n'était pas résolue, la Rwanda n'était pas résolu, les problèmes du monde n'avaient aucune avancée. C'était une année riche d'événements, mais on ne sentait aucun progrès, même des régressions. Alors, je dis de ce côté Sisyphe, mais il n'est pas seulement pour cette année, c'est un principe plus général. Moi, je pense que tout doit toujours recommencer, dans le sens, il n'y a rien d'irréversible. Si une démocratie, elle n'est pas irréversible, elle peut
se scléroser, elle peut se dessécher, elle peut se dégrader. Il faut qu'elle soit revitalisée. Et mon principe, c'est ceux qui ne se régénèrent pas, dégénèrent. Il y a donc le principe de régénération permanente, mais c'est comme Sisyphe. Il monte avec son rocher, il monte sur la montagne, il arrive en haut, et hop, le rocher tombe, il doit recommencer. Mais pendant qu'il a fait le rocher, eh bien, il fait un travail tout à fait nécessaire, sinon il n'y aurait pas de vie sans ce recommencement permanent. Et puis, il y a cette idée permanente d'affronter la complexité. Segunda-feira, 8 de janeiro. A rádio portuguesa me pede uma declaração sobre a morte de Mitterrand. Estou com dor no estômago e digo que não posso fazer nenhuma declaração. François Mitterrand, moi je l'ai connu de près dans la résistance, on était dans le même mouvement, et il m'avait beaucoup impressionné par son courage, je dirais presque sa témérité, son côté, son allance. Il avait aussi, ceux qui étaient avec lui étaient vraiment plus que ses disciples étaient vraiment liés à lui, il avait créé un lien. C'est quelqu'un de courageux. Bien entendu, je connaissais ses côtés ambitieux, je voyais, mais c'était ses beaux côtés que j'ai connus. Et puis, bon, c'est devenu un homme politique, un homme d'État, il est devenu président, etc. Et il y a un écrivain journaliste qui a voulu faire un livre sur Mitterrand, sur sa jeunesse, une jeunesse française. Parce que Mitterrand, avant d'être résistant, il était à Vichy, comme beaucoup de gens, et qui sont devenus résistants une fois que la zone de Vichy a été envahie par les Allemands en novembre 1942. Bon. Le général Delattre de Tessigny, le général Juin étaient eux-mêmes dans l'armée de Vichy. Bon. Alors, donc, cet écrivain, Péan, était venu me voir, et parce que je connaissais des choses, il a fait un livre. Et quand il a fait un livre, il y a eu à ce moment-là beaucoup de gens dans son parti. Comment c'est pas possible, Vichy? Nous, on savait tout ça très bien, mais les nouvelles générations vivent dans une ignorance culturelle. Je ne parle pas seulement des jeunes, des gens qui ont aujourd'hui 40, 50 ans, ils ignorent tout d'un passé pourtant fondamental. Bref, moi j'ai défendu l'honneur de Mitterrand à l'époque où il était très attaqué, lui-même il s'est bien défendu. Et puis, j'ai eu à l'occasion donc de tout ceci, et puis après de sa mort, l'occasion de penser à la complexité de cet homme. D'un côté, c'était un parrain, comme dans le film, le parrain, le padrino, l'autorité. Il avait ses féaux, il était fidèle en amitié, mais fidèle dans ses haines aussi. Il pouvait être capable de tout, du meilleur et du pire. J'ai connu cette époque-là. Et donc, j'essaye, dans les dernières pages de ce journal, de montrer cette complexité, alors que les uns ne voient que le beau Mitterrand, les autres ne voient que le laid Mitterrand, et j'essaye de comprendre. Donc, si vous voulez, la complexité, elle est présente dans ces journaux, et donc, vous savez, c'est le grand problème de la vie, reconnaître la complexité de la vie, la complexité humaine.
Enfin, je pense que en lisant ces journaux, après, ça me permet d'essayer de mieux reconnaître ce qui est important de ce qui est secondaire. C'était le but de mon premier journal, d'ailleurs. Mais souvent, je me suis laissé dériver, emporter et disperser. Et puis, j'ai des périodes de reconcentration et de redispersion. Et actuellement, je suis dans une période de dispersion. Mais reconnaître ce qui est important et secondaire, c'est-à-dire, c'est d'autant plus nécessaire à l'âge que j'ai. Et je pense qu'effectivement, c'est l'amour, l'amitié, qui sont les choses les plus importantes. Et de garder les importantes. Et les importantes, c'est ça. L'amour, l'amitié, les copains. Voilà, la leçon finale.